L'un des plus grands l'essentiel des Français se déclarent rappeler les règles claires. Bonjour à tous. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette étude qui a été présentée par Maher Kassab est riche et intense, comme beaucoup d'études de Galileo d'ailleurs. On a constaté et on a vu un certain nombre de vos priorités, de vos préoccupations. Alors sur ces préoccupations, on voit qu'il y a un certain consensus. En tout cas, on va rappeler ce consensus au niveau de la base. Refus de désengagement total de la sécurité sociale pour 69%, pas du tout, plus 14%. Pas vraiment favorable. Donc là, une très très large majorité qui refuse le désengagement de la sécurité sociale. La nécessité de lutter pour la suppression des réseaux, là aussi cette suppression, elle est réclamée à 76%, même si en tout cas ça reste et ça restera sûrement un vœu pieux puisque la législation a évolué depuis la date de ce sondage. Création d'un ordre, 92%. Là aussi, ça reste quelque chose de fort. Des sondages qui avaient été réalisés, faits en 2010, vous étiez 80%. Donc 80% favorable à un ordre. Ce pourcentage a évolué encore en l'espace de 2-3 ans. Privilégier la confidentialité des données et la simplification des échanges. 61% des répondants. Alors que là aussi, vous êtes tous et pour la plupart favorables au tiers payant. Élargissement aux opticiens diplômés de la prescription de produits d'optique correcteurs conditionnés à une formation complémentaire. 80% demandent une formation complémentaire principalement axée sur la réfraction et les examens de vue. Un allongement de la formation à 3 ans. Donc 79%, vous êtes favorable à cette formation à 3 ans qui est réclamée depuis de nombreuses années par l'ensemble de la profession. Et puis une opposition à la vente de produits optiques sur Internet, où là on pourrait presque présumer que c'est du protectionnisme, un protectionnisme avancé, sachant que ça sera quand même difficile à maîtriser et à réaliser. Dans ce consensus, il faut rappeler aussi que vous êtes 74% à vouloir un syndicat unique. Je crois que c'est sur la diapositive suivante. Donc soit un syndicat unique, soit la création d'une union. Donc on voit qu'effectivement au niveau de la base, en tout cas, il y a une réelle volonté de regrouper, de fédérer la profession. Et je vous propose justement, avec les invités de Fabrice Masson autour de cette table et puis dans la salle, de réfléchir justement au thème de ce débat qui est quelles instances représentatives pour la profession. Donc on fera participer la salle. Dans la salle, nous avons les gens des OLU, de l'Ordre des opticiens, du CEPOF, de Hans Sanders, All Group et Grand Vision. Et donc autour de la table, nous avons Bruno de Piper. Vous êtes donc Optical Center. Quelle est votre fonction? Alors je suis responsable des relations avec les complémentaires santé pour le groupe. Merci. Christian Rotecker. Christian Rodecker, je préside le groupe One, entre autres. Donc une centrale pour indépendants d'achat. Et Patrice Camacho. Bonjour Patrick, directeur santé de Chris Group. Donc comme vous avez pu le voir aussi bien dans la salle que sur le plateau, c'est représentatif, une partie représentative de la société, puis de l'activité optique, puisque Fabrice Masson avait invité l'ensemble des acteurs économiques qui sont venus ou qui se sont excusés. Donc là, il a également invité l'ensemble des acteurs, ses confrères et concurrents, ce qui est donc déjà là un signe de rapprochement, d'ouverture et également de volonté d'unifier cette profession. Donc déjà donc dans une première question, Fabrice, elle sera pour vous. Est-ce que vous êtes satisfait de cette étude, de ce sondage que vous avez mené?
Alors, satisfait, oui, parce qu'on a quand même réussi à mobiliser plus de 1000 opticiens qui se sont exprimés. Alors, la question est de savoir si nous n'avons que les 1000 opticiens qui sont intéressés par l'avenir de la profession ou est-ce que ça n'est qu'un échantillon, effectivement, parce que nous étions quand même inquiets en cours de sondage de voir le nombre augmenter assez lentement. Certes, nous n'avons pas été beaucoup aidés par les groupements et j'apprécie et je les remercie tous ceux qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui pour nous dire effectivement si les résultats qui sortent de ce sondage sont partagés, en tout cas est-ce qu'ils reflètent leurs sentiments de ce que pense leur base. Est-ce que l'on est satisfait, surpris éventuellement des résultats? Oui, surpris aussi, surpris d'un grand conservatisme quand même, hein, parce que par exemple sur Internet, c'est vrai que je ne pendais. Alors certes, c'est un sujet qui n'est pas classé dans les priorités par les opticiens, mais on voit quand même un grand conservatisme de la part de la plupart d'entre eux. Et puis, quelquefois un peu surpris, et je pense que ce sera l'occasion pour certains de réagir, entre des divergences, entre les positions affichées par certains syndicats ou acteurs économiques, hein, au travers de leurs syndicats, et la base qui peut avoir une position qu'on voit très consensuelle et qui se rapproche de ce que pense la majorité des opticiens. Donc je pense qu'il y a quand même des éléments importants. Et alors satisfait là pour le coup, parce que je ne pensais pas qu'on arriverait à définir une feuille de route d'une organisation qui pourrait la porter, puisqu'il y a un discours très cohérent quand même qui se dégage de ce sondage, où on arrive à montrer que globalement, on arrive à porter le message soutenu par plus de 60, voire 80% des opticiens sur les principales thématiques qui font le combat syndical, en tout cas de celui que l'on a vu ces derniers mois. Bruno, est-ce que vous avez été surpris de certains résultats, des préoccupations des opticiens? Non, pas surpris, mais je suis étonné aussi, quelquefois, comme pour l'enjeu numéro 1, c'est par exemple le refus du désengagement total de la sécurité sociale. La question, comment a-t-elle été posée? Parce que parle-t-on de refus de désengagement ou alors simplement un transfert de charges? Ce qui est tout à fait différent, parce qu'au point de vue économique, pour un opticien en magasin, c'est tout à fait aussi différent. Parce qu'on connaît tous le coût d'un traitement de feuilles de sécurité sociale, et je ne sais pas si la réponse aurait été la même si on dit on se désengage carrément de la sécurité sociale, ou on fait simplement un transfert de charges vers les complémentaires santé, ce qui sont deux choses différentes. La question intégrait une prise en charge par les complémentaires santé. Hein. Ce n'est pas un remboursement total, quel que soit le payeur, mais on précisait dans la question, on pourra y revenir si vous souhaitez, c'est dans le désengagement de la sécurité sociale, c'est-à-dire que les complémentaires santé seront les seuls à assumer tout ou partie du remboursement. Voilà, donc la question était quand même claire. Donc dans ce cas, si les complémentaires santé acceptent le transfert de charges, il y aurait une économie quand même relativement assez grande, puisqu'elle avait été estimée il y a quelques années à 800 millions d'euros pour la population. Christian, est-ce que des surprises par rapport aux résultats, par rapport aux opticiens que vous côtoyez quotidiennement? Patrick, non, pas vraiment. Je crois que c'est révélateur et je félicite Fabrice d'avoir mené cette étude. Ce que je constate quand même, toutefois, il faut la relativiser puisqu'elle représente en gros 3,7%, je dirais, de la population, puisqu'en fait, si on estime qu'il y a à peu près 27 000 opticiens, il y en a 1005 qui ont répondu. Précisément plus des indépendants, donc c'est vrai que ça relativise quand même beaucoup, je dirais, la nature de l'étude. Mais ce qu'il faut, je pense, vraiment noter, c'est le climat anxiogène qui gère sur ce marché-là, en fait. Alors, je crois que les différents organismes doivent le prendre en compte et peut-être d'avoir une pédagogie certainement différente pour mieux exprimer, je dirais aujourd'hui les évolutions, mais les évolutions sont sur ce marché et je suis un peu surpris effectivement de ces positions, je dirais un peu dogmatiques et arrêtées par le marché, en fait. Voilà. Patrice, est-ce que vous êtes surpris de ce consensus
quand même, puisque bon, on arrive à une large majorité sur l'ensemble des questions, l'ensemble des enjeux, l'ensemble des préoccupations des opticiens. Non, pour deux raisons, parce que le sondage, et ça a été rappelé par Fabrice, a été mis en œuvre dans une période très chaude, puisque c'était des débats parlementaires assez forts. Et deuxième chose, on s'attaque à des sujets, à des sujets polémiques ou sensibles, on va dire, sur la profession, et qui sont forcément amènent des réponses de cette manière assez tranchée. J'aurais bien aimé qu'on ait pu y avoir un débat sur les visions de chaque organisme ou chaque représentant, de sorte à ce que réellement ce que chacun pense à la fois du métier et à la fois de la filière et du marché soit exprimé et pouvoir passer face à ce test finalement qui est fort intéressant et qu'on doit bien assimiler. Passer les visions de chacun et les perspectives de chacun sur le marché et le métier. Est-ce qu'on aurait eu le même consensus? C'est ma question. Fabrice, vous n'avez pas souhaité inviter aujourd'hui les acteurs des syndicats. Vous leur avez présenté la semaine dernière, mais aujourd'hui, vous ne vouliez pas qu'ils soient présents. Non, en effet, parce que je pense que ça personnalise trop le débat et on souhaitait, à travers ce sondage, surtout se positionner sur les idées. Et savoir ce que pensent les opticiens, c'est-à-dire la base. Et là, à travers ce débat, la question est de savoir si les acteurs économiques, alors certes, certains sont présents au bureau de tel ou tel syndicat, mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que chacun, y compris dans la salle, s'exprime sur ses positions en tant qu'acteur économique, en tant que patron de groupement, en tant que patron de chaîne. Et forcément, au sein de leur syndicat, ils œuvrent dans le sens de ce qu'ils pensent bon pour leurs entreprises. Mais il me semblait effectivement que ça allait envenimer le débat si on personnifiait trop tel ou tel syndicat, sachant qu'il y en a beaucoup. Ça aurait fait peut-être beaucoup de monde à inviter autour de la table. Alors, on a quelques acteurs, non pas des présidents de syndicats, alors si, un président de syndicat, mais on a aussi des représentants des opticiens et lunetiers réunis, du CEPOF également, pour nous dire effectivement ce qu'ils peuvent penser de ces résultats. Alors, est-ce que dans la salle, certains d'entre vous ont des commentaires à faire sur ces résultats, sur est-ce qu'il y a eu des surprises, est-ce que vous êtes unanimement d'accord avec ce qui a été dit? Par rapport à l'ensemble des résultats, je ne suis pas surpris. Je considère aussi que les 1000 répondants sont un nombre très honorable et totalement représentatif de la profession, puisque normalement, quand on fait les études des calculs, il faut minimum 800 opticiens pour que ça soit représentatif. On en a 200 de plus, donc on tombe en dessous des 3% de marge d'erreur. Donc 1000, c'est totalement représentatif. Les OCAM qui arrivent en premier, bah, c'est logique, effectivement, vous l'avez rappelé, par rapport au vote des lois. La déontologie, c'est normal aussi, puisqu'on voit qu'il y a effectivement le rapport confrère qui est de moins en moins présent et qui est de plus en plus orienté sur un rapport concurrent, où les magasins vont plus se taper dessus les uns les autres plutôt que d'aller boire un café. La formation, là je pense que ça aurait même dû arriver en premier, on voit qu'elle est totalement inadaptée aux besoins aujourd'hui. Le tiers payant, bah, ça appartient au groupement, enfin ça va avec les OCAM, donc c'est logique aussi. L'optométrie, grosso modo, à part les optométristes qui ont oublié qu'ils étaient opticiens, on voit que ça n'intéresse pas grand monde. Donc effectivement, moi je pense que j'oublie Internet qui arrive avec une petite croix, mais ça représente moins d'1% du marché, je vois même pas pourquoi on en a peur. La seule chose qui pourrait faire peur avec Internet, c'est quand on se rappelle qu'Essilor possède les 2 plus gros sites aux États-Unis et un gros site chinois, et qui travaille avec les sites internet français. Mais bon, dans 5-6 ans, ça représentera 3-4%, donc c'est pas vraiment très... Donc c'est une bonne étude. Je suis pas très inquiet sur la représentativité du sondage, parce que certes, si on divise à 27 000, enfin bon, je sais pas d'où vient ce 27 000, j'espère qu'il est... bon, ça fait effectivement peu de représentation. Ramené à 12 000 magasins, on a vu quand même qu'on avait 2/3 de patrons dans le sondage. On est représentatif de l'ordre de 7 à 8 points du parc magasin. Et ce qui se dégage en termes d'unité syndicale concerne prioritairement, c'est vrai, les syndicats patronaux.
Donc je pense que sur cet aspect-là, on a un bon reflet. Et si tant est qu'effectivement, Yann l'a dit, le sondage n'était pas très représentatif, il s'agirait de, mettons même 10 points d'erreur. Quand on a des consensus qui se dégagent à plus de 80%, même si on a fait une erreur à 10% près, je pense que le consensus reste valable. Moi, je suis un peu dans la mouvance de ce qui vient de se dire, un peu frileuse sur la représentativité vraie, mais on ne va pas épiloguer. En revanche, complètement en phase avec ce que je crois les opticiens du groupe Grand Vision pensent. C'est-à-dire principalement le point essentiel étant l'éthique. En plus, vous avez, puisque l'ordre, la création d'un ordre, derrière, qu'est-ce qu'on visualise quand on est un opticien comme moi, et même encore mieux dans un magasin au quotidien, puisque ça n'est pas complètement mon quotidien, c'est l'éthique, c'est la problématique. Moi, je l'entends tous les jours dans nos magasins sur les fausses factures, etc. Hein, on dit les choses telles qu'elles sont. Donc, oui, l'éthique, ça me paraît fondamental. Le deuxième point, la formation, l'élargissement aux opticiens de la prescription de produits d'optique correcteurs, l'allongement de la formation, là aussi, moi je me reconnais parfaitement en tant que professionnel et en tant que Grand Vision, puisque nous avons la chance d'être numéro 1 européen et donc de pouvoir connaître, mesurer et juger des pratiques dans l'Europe. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester franco-français. Hein, il faut impérativement travailler dans le cadre européen. Donc, ça me paraît vraiment très, très intéressant. Et montrer que mes consoeurs, pardon, il n'y a pas beaucoup de femmes autour de votre table, mais heureusement, Stéphanie et moi sommes là aujourd'hui, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, mes consoeurs et mes confrères font preuve de beaucoup de bon sens. Le dernier point sur la vente sur le net, ça ne me surprend pas parce que, à part, là encore, une action de lobbying extrêmement bien faite de gens aujourd'hui dans la presse professionnelle ou grand public, l'Internet n'est pas... alors là, sans dévoiler, mais nous, dans les enquêtes que nous avons pu faire, je crois qu'aux États-Unis, on est à moins de 5% des équipements de lunettes correctrices. En Europe, l'UK, la Grande-Bretagne, très en avance, ça pèse même pas 3%. Donc, ça me paraît normal que les opticiens français finalement ne jugent pas que ce soit vraiment un sujet. Aujourd'hui, le désengagement de la sécurité sociale est voulu aussi principalement parce que c'est générateur d'un énorme coût au niveau de chaque magasin d'optique, parce que je crois que dans la salle, vous pourrez témoigner, ou alors on est moins bon chez Grand Vision, c'est peut-être ça, hein, mais que lorsqu'on envoie une facture tiers payant sur le régime obligatoire, c'est extrêmement long et compliqué à gérer pour une moyenne de 5 € à peu près. Sylvain, ça doit être à peu près ça. Donc, honnêtement, je pense que la question telle qu'elle était posée, là, pour le coup, on m'aurait montré les questions avant. J'aurais dit, je l'aurais pas tout à fait posé comme cela. Dernier mot sur la représentativité de ce sondage. Hein. J'avais écrit personnellement à tous les patrons de groupements et d'enseignes et même aux syndicats d'ailleurs, je crois, en leur demandant de relayer ce sondage. Il se trouve qu'aucun n'a souhaité le relayer, ce qui fait que nous nous sommes donc appuyés sur les médias professionnels, et je les remercie également pour le relais qu'ils ont fait auprès des opticiens. Peut-être que les résultats auraient été un peu différents, peut-être. En tout cas, moi je l'avais interprété comme un refus d'écouter la base par certains, puisque c'était l'occasion de pratiquer un exercice démocratique que de demander à ses adhérents ou ses salariés, selon les cas, savoir ce qu'ils pensent. Bon, éventuellement, je vous propose de reconduire le sondage avec votre appui cette fois-ci pour voir si, à l'avenir, les résultats seront les mêmes. On s'aperçoit donc qu'il y a un consensus de la part de la base. On s'aperçoit que là, au niveau de la table, dans la salle, les acteurs économiques valorisent également ce consensus.
Pourtant, le bilan syndical des 6 derniers mois n'a pas révélé la même chose. Alors, pourquoi ce tiraillement au niveau des instances syndicales, selon vous? En fait, je parlais de vision tout à l'heure. C'est ça ce qui est très, très important. C'est qu'on peut être d'accord et être en phase à partir du moment où on a partagé notre vision, notre projet, avec l'ensemble des opticiens et l'ensemble des syndicats. Et je pense que c'est la clé essentielle et que ça mérite, toi qui es acteur de médias, en fait, ça mérite justement que ça puisse être relayé, mais en dehors des moments chauds. C'est-à-dire que les positions syndicales soient relayées au moment où on est justement à froid et qu'on puisse présenter réellement, que chaque syndicat puisse présenter ses projets et sa vision. Ensuite, la deuxième chose qui émerge dans ce que tu dis, c'est que des syndicats ou des représentants aient des visions légèrement différentes. En soi, ça peut arriver, et dans les partis politiques, ça peut arriver, dans les autres syndicats, ça peut arriver. Ce qui est plus embêtant, c'est quand ces clivages sont nourris les uns contre les autres, parce que là, on nuit complètement à l'efficacité du système. Donc il y a l'union. Il y a la manière dont on peut parler ensemble sur des sujets communs qui nécessitent qu'on partage une vision. Et puis il y a surtout le fait qu'à un moment, il faut qu'on évite de se tirer dessus. Parce qu'en se tirant dessus, finalement, on se suicide tous. On tire tout vers le bas. Oui, d'autant qu'on voit que les instances doivent ou peuvent fusionner, en tout cas au niveau de la base. Ça veut dire que les opticiens ont le sentiment que le programme politique est pas forcément très loin. Christian, un commentaire? Ou Patrice, vous vouliez ajouter quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose qui illustrait exactement mes propos d'avant, c'est qu'on parle de clivage, par contre on ne parle pas de moments où des acteurs de la profession ont réussi à construire quelque chose ensemble pour toute la profession. Un élément, la certification AFNOR, elle a été construite par des acteurs pour tous les acteurs, sans clivage, et on est bien dans la dimension éthique et déontologie qui apparaît là-dessus, puisque l'idée c'est de proposer une base commune, un socle de compétences et d'éthique. Pourquoi rajouter des cadenas avec des normes, vu qu'on a déjà une norme nationale qui est délivrée avec un diplôme? Pourquoi vouloir systématiquement se rajouter des boulets à traîner? Alors, si c'était le cas, avec le diplôme était le garant justement de cette réponse, vous n'auriez pas le sujet déontologique et éthique qui apparaît en numéro 1 de ce sondage, mais pire, vous n'auriez pas le sujet déontologie et éthique qui soit le sujet favori marronnier tous les ans des médias, qui montre des opticiens qui ne font pas leur job sur cette partie-là, quoi. La définition de l'opticien, c'est pas à la base d'être un marchand de lunettes. Le code AFNOR, je suis désolé, c'est pas ça qui va définir que l'opticien est un bon opticien ou pas un bon opticien. Ça va définir qu'il arrive à appliquer ou pas un protocole. On n'est pas là pour faire du protocole, on est là pour vendre des services à des clients. Je crois que la certification AFNOR est arrivée avant que l'on ne commence à parler de collège d'éthique ou d'ordre. Maintenant, mais on voit que c'est une demande quand même d'avoir un référentiel auquel se tenir et avec un organisme qui contrôle. Hein. Oui, mais on a besoin justement de ces contrôles parce qu'il y a énormément de magasins qui ont très peu de diplômés par rapport à leur nombre d'employés. Donc à partir du moment où on emploie du personnel non qualifié low cost, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement derrière il y ait des dérives. Si on prend que des diplômés pour faire le travail, tout le monde a la certification en quelque sorte. À partir du moment où on commence à prendre des gens qui ont des BTS force de vente, etc., parce que ça coûte moins cher, on le voit dans l'étude d'ailleurs qu'il y a certains qui voulaient moins de formation, etc. Et pour cause, moins il y a de formation, moins on paye l'employé. Mais derrière, effectivement, pour regagner un peu de crédibilité, il faut se rajouter des boulets comme les certifications. Je suis désolé, si on n'avait que des professionnels diplômés dans les magasins, on n'aurait pas ces problèmes. Mais c'est totalement utopique, je suis d'accord. Ceux qui ont répondu, ce sont des opticiens diplômés. Donc, c'est eux qui ont demandé ces codes de déontologie, ces normes, et d'avoir un certain nombre de barrières, et effectivement, que la profession soit régulée. Donc c'est que manifestement il y a un manque quelque part. Il y avait une dame qui voulait intervenir tout à l'heure, je crois. Juste peut-être, Patrick, entre deux. On change le micro. Les cas qui ont été mis en avant par la télé ou qui sont mis en avant de fautes déontologiques sont
très souvent le fait d'opticiens diplômés et pas l'exclusivité de non-diplômés dans les magasins. Donc je pense que la déontologie et le diplôme, c'est deux choses qui devraient être liées parce que effectivement on devrait, sauf qu'aujourd'hui c'est complètement dissocié. Donc le sujet, c'est pas parce que j'ai que des opticiens diplômés que mon magasin est très déontologique. Et à l'inverse, c'est pas parce que j'ai peu d'opticiens diplômés. Quand j'ai la certification, je m'engage à respecter à minimum la loi. Juste pour vous dire que aujourd'hui on est peu représentés, puisqu'il y a quand même beaucoup de représentants qui sont dans les bureaux. Et donc venez dans nos magasins, venez voir ce qui se passe. Et je pense que les résultats correspondent à une peur des opticiens. Et donc madame parlait du déremboursement de la sécurité sociale, monsieur aussi. Je pense que... pourquoi on ne veut pas le déremboursement de la sécurité sociale ? C'est pour aussi que la sécurité sociale, on a un diplôme de paramédical et on tient à ce qu'il y ait encore un contrôle de la sécurité sociale de nos magasins. Comme disait monsieur, effectivement, la norme AFNOR, c'est bien joli, mais faire une garantie sur la deuxième paire demandée par un homme AFNOR, je vois pas l'intérêt. Et effectivement, on veut que notre diplôme soit encore contrôlé par la sécurité sociale. Alors, je crois qu'il y a une différence entre effectivement, ça prend énormément de temps, ces remboursements, ça doit coûter énormément d'argent. Je pense que madame sait le calculer, moi je ne le sais pas le calculer. C'est moi qui le fais d'ailleurs au quotidien, donc ça me prend énormément de temps. Ça me prend des dimanches. Et je pense que là, vous êtes, excusez-moi, mais c'est pas ça qu'on attend d'un syndicat ou de cette réunion. Je pense on a vraiment très peur de ce qui va se passer et on attend des réelles solutions et pas de gens qui sont simplement dans les bureaux. Venez dans nos magasins, venez passer des mois dans nos magasins, dans des magasins simples, avec 2, 3 salariés et pas des magasins où il y a 15, 20, 30 salariés. Je pense que vous verrez ce qui va se passer. C'est vraiment différent. Alors c'est là où justement on voit une séparation de la base et des pouvoirs politiques, puisque justement les pouvoirs politiques n'ont pas réussi manifestement à faire passer ces messages. Christian. Non mais je rejoins cette dame. Alors je voudrais pas passer pour un technocrate parce qu'effectivement ça pourrait donner l'impression. On sait quand même ce qui se passe dans les magasins, peut-être pas aussi bien que vous, puisqu'effectivement peut-être un peu plus éloigné. J'aurais tendance, alors ça va pas répondre à votre question, mais la peur n'évitant pas le danger, je crois qu'on n'est pas non plus maître de tout ce qui se passe. Je dirais qu'il y a des pressions qui sont à différents niveaux. AFNOR, je réponds à monsieur, je dirais qu'effectivement AFNOR a été fait pour fédérer et pour essayer de donner un peu de transparence à une profession qui avait quand même quelques zones opaques à un moment donné, et on avait eu le sentiment que les tiers, en fait, c'était une attente de leur part, et effectivement d'avoir eu uniquement le diplôme ne suffisait plus. Je reprends juste pour terminer après une phrase d'un grand penseur qui disait qu'en fait l'humanité vivra l'avenir qu'elle construira, sinon elle subira celle qu'elle méritera. Je pense qu'il faut le méditer un petit peu parce qu'en fait aujourd'hui la situation dans laquelle on est date pas d'hier. En fait aujourd'hui c'est une construction des 10-15 dernières années. Je dirais qu'en fait avec différents axes, c'est pas juste un axe. On peut pas faire un focus juste sur une chose. Je dirais qu'il y a plusieurs points. Il y a le point des écoles, le surnombre des opticiens qui a été évoqué. Je pense qu'effectivement le nombre des acteurs. Enfin je crois qu'on peut pas simplement d'un revers de main trouver une solution, je dirais, immédiate à tout ça, sachant qu'effectivement, encore une fois, je répète, c'est des travaux qu'on aurait dû certainement, la profession aurait dû s'en emparer. Certainement mieux que ça. Aujourd'hui, on constate, simplement, on est un peu dans le pansement. Je dirais que on n'a pas été dans le préventif, mais en fait, aujourd'hui, on a un peu ce qu'on mérite. Donc, si on peut aujourd'hui, grâce à une démarche comme la tienne, Fabrice, reconstruire, c'est avec plaisir. Mais non, je pense que ne confondons pas. Moi, je n'ai pas voulu inviter les acteurs syndicaux. Donc, vous avez ici des responsables de sociétés qui sont des acteurs économiques et on n'a pas volontairement voulu mettre des présidents de syndicats parce que je pense que ça aurait été pire. Je pense qu'aujourd'hui, les grands groupes ne prennent pas forcément les bonnes décisions. Alors, voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis un petit peu déçue parce que j'aurais bien voulu voir certains présidents pour qu'ils exposent
exactement leur vision, programme. voilà, et leur programme. Aujourd'hui, je ne suis pas syndicalisée. J'aurais souhaité choisir un syndicat. Je ne peux pas le choisir. Je ne sais pas où aller. Et de toute façon, voilà. Et puis de toute façon, mais je suis ravie. Les grands groupes, c'est vous qui faites aussi, qui font partie des acteurs du marché. Donc c'est très bien d'être là. Mais voilà. Et puis on est peu. Excusez-moi. J'aimerais bien que on compte le nombre d'opticiens. Gérants d'un magasin, enfin qui travaillent dans une boutique là aujourd'hui, je pense que nous sommes très peu représentés. Il y a aujourd'hui 37% donc des opticiens qui sont syndiqués. C'est 4 fois plus que la moyenne nationale, puisque au niveau de la population, il y a 8% des personnes qui sont des travailleurs qui sont syndiqués, et on est moins que dans la pharmacie, puisque 50% des pharmaciens sont syndiqués. Bon, donc on a vu aussi qu'un des freins à cette syndicalisation, c'était la diversité, la disparité. Je me permets quand même d'intervenir parce que je suis toujours surpris de cette autosatisfaction des syndicats à vouloir se satisfaire de la situation. D'abord parce que, en tant que salarié, je suis désolé, mais aucun syndicat professionnel aujourd'hui qui a pignon sur porte, enfin sur rue, n'accepte de salariés, ça c'est clair. Il faut aussi voir une autre chose, c'est que chacun tirant toujours la couverture à soi, je ne vois pas comment un opticien aujourd'hui, il y en a 27 000, dites-vous, c'est à peu près, je pense, la réalité. Je ne vois pas pourquoi en 2014 il n'y en aurait pas 27 ou 28 000. Et je suis désolé, 1000 personnes qui répondent à un sondage, ça représente moins de 1% de la population des diplômés de français. Donc, bon, je veux bien qu'on se satisfasse de cela, mais pour moi, c'est pas très, très encourageant. Mais c'est vrai que nous ne savons pas si ceux qui ne se sont pas exprimés ne le souhaitent pas, ou s'ils n'ont pas été informés de l'existence du sondage, auquel cas... voilà. Donc après, c'est en démocratie, on laisse ceux qui s'expriment prendre le pouvoir, si je puis dire. Hein. Donc c'est qu'on accepte que ceux qui s'investissent mettent en place les organisations qui leur conviennent. 2 points sur lesquels je souhaitais revenir. Le premier concerne la certification. La démarche est louable en tant que telle. Ce qui est regrettable, c'est l'exploitation et l'utilisation qui en est faite, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, elle devient un préalable requis au niveau des réseaux de santé. Et je pense que c'est le pire des travers que pouvait avoir une certification de service en optique, puisque ça la désaxe de son vœu initial et ça la ramène dans un schéma économique. Vous êtes certifié vous-même ? Du tout. D'accord. Et je ne souhaite pas faire la démarche, en partie à cause de cela. Voilà. Le deuxième point, c'est l'interrogation qui naît des réponses qui sont formulées, de l'incapacité individuelle des syndicats à s'unir, non pas par un manque de courant lié, puisqu'on peut voir qu'au niveau des réponses de la base, il y a quand même une essence qui se dégage, mais plus lié à un clivage personnel des dirigeants de ces mêmes syndicats. Et j'en appelle à ce moment-là aux responsables que vous représentez. Pourquoi ne pas, pour une fois, essayer de créer une forme d'union sacrée en termes de représentativité, non plus syndicale, mais d'instances gouvernantes entre les centrales d'achat et les enseignes, puisque rares sont quand même aujourd'hui les opticiens qui ne sont ni membres d'une centrale, ni membres d'une enseigne. Merci. C'est effectivement l'esprit, je reviens sur ce que disait Madame, c'est pour cela que nous n'invitons pas les présidents, parce que nous savons que il ne cesse de s'invectiver, et c'est plutôt par les acteurs économiques, mais je parle aussi aux opticiens, c'est en étant syndiqués. Au sein de chaque syndicat, il y a des processus démocratiques, d'élection, et je pense que chacun doit être responsable au sein de ces organisations professionnelles pour, le temps venu, changer le président si vous estimez que le président ne convienne pas, ou pourquoi pas, et j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur le sujet de ce débat, ou pourquoi pas, au sein de ces organisations professionnelles,
réfléchir à comment faire converger ces organisations-là, qui, peut-être qu'en termes de personnes, vont tenir des propos différents, des stratégies peut-être différentes, mais j'aimerais qu'on se dise aujourd'hui, ça doit être... Désolé, les choses ne vont pas aussi vite que Madame l'aurait souhaité. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est de déjà, faire le constat. Il semblerait qu'il y ait des consensus et que tous les opticiens de tous bords pensent globalement la même chose, à quelques intérêts particuliers. Effectivement, on a vu émerger quelques intérêts particuliers, mais qui sont loin de l'intérêt général. Je pense que j'aimerais, moi, voir dans les semaines prochaines ces responsables syndicaux, effectivement, et leurs administrateurs qui soutiennent ces présidents, nous dire oui ou non, je suis d'accord avec cette vision, pour revenir sur le terme qu'employait Patrice, cette vision que je veux pour ma profession et qui se résume en 6 points. Je veux voir un syndicat qui lutte, même si les lois sont passées, mais qui lutte contre les réseaux de soins. Je veux que mon syndicat travaille à faire une 3e année en formation pour y faire de la réfraction. Je souhaite, et je peux reprendre tous les 6 points, voilà ce sur quoi j'aimerais que les responsables syndicaux se positionnent, puisque tel est le souhait des opticiens diplômés aujourd'hui, et qu'ils nous disent, si ça n'est pas le cas, pourquoi ils ne souhaitent pas avancer dans ce sens. Je crois que effectivement, il s'agit d'une première étape, d'un constat, où la base, où 1000 opticiens ont été interrogés, propriétaires de magasins et salariés, et qu'on le voit par le passé, puisqu'il y a déjà eu une union en 96 au niveau des opticiens, au niveau du syndicat des audioprothésistes également, qui a été mise en place en 2009. On s'aperçoit qu'entre le moment de la prise de conscience et la réalisation et la fusion et l'union, il se passe 2 ans. Donc, souhaitons qu'en optique ce soit plus rapide cette fois-ci. Justement, donc, est-ce que cette union est possible? Est-ce que l'un d'entre vous pense qu'il y a des actions qui peuvent être menées par les uns et les autres, y compris les entités économiques, comme le disait monsieur, les centrales d'achat, les enseignes, pour pouvoir procéder et avancer par rapport à cette union? Je vais répondre à la dame qui a un magasin de la CDO. Nous ne sommes pas que dans les bureaux, puisque, personnellement, ça fait plus de 20 ans, et j'ai travaillé au tout départ et pendant de nombreuses années en magasin. C'était mon poste principal aussi, de m'occuper des tiers payants dans le magasin, et je connais votre charge et quelquefois votre douleur pour faire des tiers payants optiques, ce qui représente un travail considérable. Il est aussi mesurable, je dirais, au point de vue financier, donc aussi bien pour les patrons opticiens. Pour ma part, un tiers payant nous coûte en part RO et en part RC aux alentours de 14 €, quand on calcule vraiment tout, papier, temps passé, etc., pour avoir un aboutissement. Ce qui n'est pas un coût négligeable, puisque quand on veut vendre une paire de lunettes à bas coût, pour éviter, je dirais, des restes à charge pour certaines personnes, quand on retire déjà 14 € de frais, c'est quand même relativement important. C'est pour ça qu'il faut réduire ces coûts qui sont très importants. J'assiste de temps en temps à des réunions syndicales. Je participe, j'écoute, et il ne faut pas croire que tous les présidents ou présidentes de syndicats s'invectivent tout le temps. C'est pas vrai. Ils ont des points communs. Ils ont des points communs, par exemple, sur la formation. Tout le monde est d'accord pour avoir une formation maintenant en 3 ans. On n'est pas toujours en train de se taper dessus. Ça, c'est pas vrai. Il y a des réunions où, en fin de compte, il y a des consensus. La formation, ce serait déjà le plus petit dénominateur commun. Il y a un deuxième dénominateur commun à quelques syndicats qui porte sur la déontologie, notamment, et comment faire que notre profession applique les mêmes règles vis-à-vis du client pour tous. Et je pense que c'est un deuxième point commun. Je pense que on est en train de parler de divergences. Ce sont des divergences de personnes, comme le disait Nicolas Archimbaud tout à l'heure, effectivement. Et c'est pour ça que j'appelle ces
responsables, et quand je dis responsables syndicaux, ça veut dire le président, mais aussi leur conseil d'administration, parce qu'un syndicat, ce n'est pas qu'une personne, ce sont des responsables qui ont voté pour un président et qui soutiennent une politique. Je ne vois pas, moi, à la vue de ce qu'attendent les opticiens, un programme différent de celui qui a été exposé. Donc j'attends, encore une fois, que dans les semaines qui suivent, les responsables syndicaux des principaux syndicaux patronaux, puisque là on est plutôt sur un sujet patronal, nous disent si oui ou non ils sont d'accord pour que ces consensus puissent constituer ou pas un programme commun. Alors ensuite, quelle organisation faudrait-il mettre en place pour que ce programme commun puisse être mis en œuvre ? Est-ce que faut-il garder 3 syndicats, alors qu'on voit qu'il y a plus de 50% des opticiens qui disent « nous souhaitons une fusion des 3 syndicats ». Faut-il mettre en place, au contraire, une intersyndicale, une confédération ? Donc là, on voit qu'il y a quand même les opticiens eux-mêmes sont partagés. Il y a le sujet d'un conseil de l'ordre qui est plutôt connexe à l'organisation des syndicats, parce que c'est vrai qu'un syndicat unique... on voit un programme commun, mais on sent bien aussi quand même matière à discussion. Et un syndicat unique, ça n'est peut-être pas aussi évident. Alors ça a eu existé, il y avait des collèges différents. En tout cas, c'est important que les discussions aient lieu, qu'elles aient lieu au sein de cette organisation, plutôt que dans des courriers divers et variés, et que ce soit les députés qui constatent ces divergences. Là, je rejoins juste Bruno pour expliquer effectivement qu'il n'y a pas d'antagonisme non plus profond entre les différents acteurs syndicaux. Je rejoins ce qu'a dit Madame, c'est qu'en fait aujourd'hui on a une situation extrêmement anxiogène parce qu'en fait on voit pas vraiment d'avenir et on voit pas vraiment vers quoi la profession tend. Il est aussi important à rappeler, sans forcément, je dirais, baisser les bras, que sur l'échiquier, il y a plusieurs acteurs. On n'est pas les seuls à jouer. Je dirais que même s'il y a un sentiment profond, je dirais, d'inefficacité, c'est ce que je ressens. Mais toutefois, je dirais que la mobilisation est faible. C'est très, c'est très compliqué. Voilà. La division n'aide pas, mais toutefois, je dirais, c'est pas le seul problème à la situation. Aujourd'hui, les bras de levier sont pas très évidents à mettre en place ou en exergue par rapport à ce qui nous oppose. Je voudrais revenir, s'il vous plaît. En tout cas, cette division ne facilite pas non plus la relation avec les instances gouvernementales, en tout cas. Complètement. Même si l'ensemble est relativement complexe, puisque on est en pleine période de mutation. Mais ça laisse en fait une part belle aux détracteurs pour rentrer par plusieurs portes, parce que toutefois il y a tellement, je dirais, de divisions entre nous qu'effectivement le détracteur, s'il y en avait, a priori il y en a quelques-uns, entre les OCAM, entre les législateurs, entre, je dirais, mais des fois même nos fournisseurs, j'aurais tendance à dire. Je dirais que du coup d'avoir cette telle division et de pas parler d'une seule voix fait que... Bon, les instances patronales aujourd'hui constatent que la base reflète un consensus, par exemple, sur les OCAM, et le souhait d'aller à l'encontre de ce que propose le législateur. Mais à ma connaissance, les OCAM ne viennent pas chez les opticiens avec un pistolet sous la tempe pour signer. Vous êtes libre de signer ou de ne pas signer. Donc vous avez un droit de vous préserver de cette problématique. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, quand vous dites vous, il s'agit des opticiens propriétaires. Les enseignes, tout. Bon. Donc vous pouvez très bien agir. Ensuite, pour la déontologie, vous avez simplement, dans le résultat du sondage, le reflet d'une des questions qui dit bien que les patrons, enfin le système patronal aujourd'hui ne veut pas de déontologie. C'est clairement dit. Je voudrais juste rappeler, parce que tu as donné ce chiffre un peu rapidement, qui me paraît extrêmement intéressant. C'est sur, en fait, finalement, aujourd'hui, on est autour de cette table, on entend les syndicats, font pas ce qu'il faut, etc. Quand on voit, malgré tout, que 37, tu as dit... 37%, oui, 37% de la profession est syndiquée, tu ne l'as pas assez dit, c'est hallucinant, je veux dire, comme taux de... Et je rappelle, au niveau de la moyenne nationale est de 8%. Il y a effectivement aujourd'hui, vous avez autour enfin dans cette salle, des gens qui sont adhérents à des syndicats patronaux. Il n'y a pas, je ne crois pas,
ne pas en voir d'opticiens adhérents à des syndicats salariés. Je vous rassure, cela existe. Il y a des syndicats comme l'ensemble des syndicats salariés français. Il y a des syndicats, effectivement, comme la CFDT, la CFTC, etc., donc que tout le monde connaît en tant que Français. Il y a un syndicat complètement apolitique qui s'appelle l'UNSA. Donc, vous avez moyen, on est dans un pays quand même où on a les moyens, vous pouvez payer votre cotisation à un syndicat. Ça n'est pas interdit, premièrement. Non mais je pense qu'il faut juste dire cela, que ça ne soit pas dans le mind français, bon voilà, mais il faut rappeler que vous avez la possibilité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est effectivement, c'est très intéressant qu'on travaille, et je rejoins Grand Vision France, partage ce qui a été dit. Les syndicats n'ont pas tous des visions différentes selon les sujets, ça c'est vrai, mais je vais juste profiter pour répondre à Madame sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Je crois qu'il faut être extrêmement précis, vraiment très précis dans les déclarations. C'est vrai que moi-même, tout à l'heure, je n'ai pas été précise. Quand j'ai parlé de déremboursement de la sécurité sociale, vraiment, je suis favorable chez Grand Vision pour des raisons de coût. En revanche, je ne suis absolument pas favorable au fait qu'il n'y ait plus d'opticiens diplômés répertoriés au niveau des CNAM et donc toujours dans un magasin quand il y a la délivrance d'un équipement correcteur. Justement, madame, vous devez choisir. Soit nous sommes une profession paramédicale et dans ces cas-là, nous sommes assujettis à certaines règles du Code de la santé publique, de la sécurité sociale. Et effectivement, on doit également aussi avoir des diplômés. Soit effectivement, il faut faire le choix de dire nous ne voulons plus être société régulée par la sécurité sociale parce que nous avons envie de faire tout ce qui nous plaît. Mais je pense qu'on ne peut pas dire d'un côté ceci et mettre en plus en avant des coûts de feuilles de sécurité sociale et de régime obligatoire. Alors effectivement, je pense que là, vous vous débrouillez mal parce que le coût est le même pour tout le monde. Effectivement, et je ne pense pas que ce soit le coût de la sécurité sociale qui plombe les magasins d'optique actuellement. Mais la question de dire dans le sondage, est-ce que vous reconnaissez entre santé publique et est-ce que vous souhaitez être surtout déremboursé a été clairement évoqué. Ça ne vous arrange peut-être pas, mais de là à dire qu'il n'est pas représentatif, je ne peux pas être d'accord avec cela. La majorité, effectivement, des opticiens souhaitent véritablement être des professionnels de santé. Et le coût de l'engagement de la sécurité sociale au niveau du remboursement, c'est 200 millions. Et dans les 200 millions, est inclus la CMU qui, en tout état de cause, ne sera sûrement pas déremboursée. Et les enfants. Et les enfants également. Il existe effectivement plusieurs syndicats d'employés. Étant salarié de mon magasin, j'ai fait cette recherche et donc j'ai pu me rendre compte. Il y a le groupe Grand Vision qui a effectivement un syndicat qui est pas mal foutu pour leurs employés. Enfin, c'est les salariés. Non, mais c'est pareil. Enfin, grosso modo, c'est pareil. Après, effectivement, on retrouve les syndicats nationaux classiques. Le problème, c'est que ils traitent essentiellement des problèmes de conflit et non pas des problèmes du métier. Donc c'est difficile aujourd'hui, c'est difficile pour un salarié de trouver un syndicat qui va défendre ses idées à lui du métier, puisqu'il n'y en a pas. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès des opticiens lunetiers unis, puisqu'on a bien vu tout à l'heure que les 2% de syndiqués salariés n'étaient pas ceux qui étaient adhérents à votre organisation ou celle du CEPOF également. Donc on voit bien évidemment qu'il y a un manque, enfin il n'y a plus de manque puisque vous avez créé votre organisation. Néanmoins, au niveau de la profession, s'il devait y avoir une entité unique, il y aurait aussi, et vous seriez invité autour de la table pour créer cette instance dans laquelle il faut prévoir, je pense, d'accueillir les salariés également. Nous pensons réellement au sein du CEPOF qu'il faut reprendre position sur le terrain de la connaissance et de la compétence, améliorer cette formation. Pourquoi pas sur 3 ans, la durée effectivement suit aussi la logique des accords de Bologne et notamment du cursus LMD. L'enrichir sur le domaine effectivement de la réfraction, de notre cœur de métier, oui, ça me semble effectivement extrêmement important.
concernant la déontologie, eh bien la déontologie, nous pensons réellement qu'il nous faut s'acquitter justement de pratiques communes, mais en tout cas semblables. Nous avons proposé lors du CILMO un premier code, une première idée de code de déontologie qui pourrait être, en tout cas, nous le souhaitons appliquer ou suivi par l'ensemble de la profession, en souhaitant que ce code évolue aussi et surtout avec la composition des différents acteurs de notre profession, et en particulier de nos syndicats, qui connaissent parfaitement les dossiers et pour qui, effectivement, le débat devrait justement s'ouvrir ensemble. Et est-ce que vous avez suffisamment d'opticiens qui s'impliquent au niveau du CEPOF? Alors, nous avons des opticiens, mais comme dans toute organisation, nous avons peu d'opticiens actifs. J'entends par actif, en réponse à une des questions qui ont été posées, des personnes qui assistent aux réunions, qui s'engagent sur le terrain. On a parlé tout à l'heure de syndicats pour les salariés. Je tiens à préciser que l'AOF est un syndicat mixte. Il n'est peut-être pas représenté dans les commissions, notamment de conventions collectives, mais par contre, depuis 1974, nous sommes enregistrés à la préfecture de Paris. Donc je tenais à le préciser. Je tenais également, j'aurais bien aimé que les gens qui sont dans la salle, quand ils sont opticiens dans un magasin, puissent lever la main, pour qu'on ait une petite représentativité de... Voilà, donc il y a quand même pas mal d'opticiens qui pratiquent dans leur magasin. Et puis dernier point que je voulais aussi dire, c'était rassurer Yann Fournier. On peut être optométriste, mais on est déjà opticien avant d'être optométriste. Et il y a fort peu d'optométristes qui ne travaillent pas dans les magasins d'optique. Donc oui, nous sommes optométristes, mais aussi opticiens. Merci. Donc on a vu qu'il y avait déjà des pistes de travail pour en vue d'unifier et de travailler donc sur cet intérêt commun et cette unité au niveau syndical, la formation, notamment la déontologie. Est-ce que une troisième piste pour terminer? Je crois que les consensus, on les a vus encore une fois. Ce sont les opticiens qui les expriment et avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes qui sont dans la salle, j'attendrai juste des organisations qui ne se sont pas exprimées dans le sondage, qu'elles nous disent si oui ou non elles sont en phase avec les attentes exprimées par les opticiens, y compris de celles de leur base. Moi, on souhaitait orienter ce débat sur un peu de brainstorming sur comment organiser ce marché. Faut-il un conseil de l'ordre et des syndicats, une intersyndicale, etc. Parce que je vois qu'on n'y arrive pas, parce que il me semble qu'on arrive sur le constat et que sur ce constat, on commence à avoir là aussi un consensus entre la salle et le sondage. Tout le monde prend la parole pour nous dire oui, effectivement, je suis d'accord avec ça. Tant mieux, ça tombe bien, on est tous d'accord avec les 1000 qui se sont exprimés, ou à 80% ou 66% selon les sujets. Moi, je pense que ça m'étonnerait qu'on arrive à trancher. Nous, CDO, ce qu'on souhaite faire, c'est invectiver les responsables syndicaux pour nous dire si oui ou non, ils sont d'accord avec ce programme commun. Sinon, pourquoi? Si oui, nous comptons sur leur intelligence pour essayer de faire fi des conflits individuels et qu'avec l'aide de leurs administrateurs, puisque ce sont des bureaux, encore une fois, un syndicat, qu'ils essayent. À défaut, si les présidents n'arrivent pas à se parler, peut-être que les administrateurs arriveront à se parler et qu'ils feront en sorte qu'un programme commun puisse être défendu. Et puis si vraiment il n'y arrive pas, il y a une solution, elle est démocratique, c'est organisons des élections professionnelles. Et nous serons, comme ça existe dans le dentaire, aujourd'hui le CNSD, on sait qu'il pèse 51%. Alors ils le font au niveau des URPS, il y a ces élections qui s'organisent. Donc nous, il faudrait être un peu imaginatif pour organiser ces élections professionnelles. Et puis mettons un poids derrière chaque syndicat et définissons des règles selon lesquelles il faudrait au moins X% de syndicats représentatifs qui signent pour engager la profession, de manière à sortir de ces divisions stériles
sachant que a priori le programme commun existe. J'ai pas vraiment l'impression que la base ait été écoutée, excusez-moi. Moi, je voudrais juste savoir s'il y avait une piste de travail qui pourrait pas être un peu consensus pour tout le monde, c'est d'avoir un nombre de diplômés en magasin en fonction du chiffre d'affaires. Parce que finalement, que ce soit une question de déontologie, de formation, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va servir à rien de former plus des opticiens diplômés sur de la réfraction si on a à avoir encore des systèmes de cubes avec un opticien diplômé qui va tenir le diplôme, en gros, du magasin, derrière des gens qui ne seront pas formés, parce que finalement, on ne parle pas d'opticiens, là on parle de vendeurs de lunettes, on parle de chiffre d'affaires, on parle de coûts. Je suis un petit peu perdue par rapport à tout ça, c'est-à-dire que je vois pas l'intérêt de former un opticien diplômé à faire plus de réfraction, si finalement il est tout seul dans sa boutique, qui ne fera pas de réfraction, parce que finalement ce sera des vendeurs, des BTS Action Co qui vont faire les ventes. Ça ne sert à rien. Pareil pour la déontologie. S'il y avait un peu plus d'opticiens diplômés en magasin par rapport à un chiffre d'affaires, dans ces cas-là, peut-être qu'on aurait peut-être aussi plus de clients-patients qui auront un rapport vraiment de patientèle avec leur opticien. Quand on voit, je suis désolée, je ne vais pas les citer, mais des systèmes où on a un opticien diplômé, moi dans ma magasin on n'est que 2, oui, bah j'ai 100% d'opticiens diplômés dans mon magasin, et à la base, et en face, qu'est-ce que j'ai comme concurrents? Des concurrents qui vont avoir 10 salariés dans une boîte avec un opticien diplômé qui ne fait pas de vente et qui ne peut pas couvrir la plage horaire. Donc de toute façon, j'ai l'impression qu'on va... Parlons de déontologie. Moi, une norme AFNOR, je m'y ferai jamais, parce que avant de faire une norme AFNOR, j'aimerais qu'il y ait une réelle régulation de la sécurité sociale pour savoir comment ça se passe en boutique, comment ça se passe s'il y a vraiment un opticien qui contrôle les équipements, s'il y a vraiment un opticien qui contrôle les ventes, s'il y a vraiment un opticien qui fait de la réfraction, parce que c'est ça qu'on voit nous en boutique. Et quand on voit des garanties qui sont vendues, je suis désolée, je suis opticienne, je suis professionnelle de santé, je ne vendrai jamais une garantie pour un client. Parce que ça me semble une évidence, parce que je fournis un produit médical. Un petit bémol, et puis d'ailleurs un encouragement pour la suite. Ces informations sont essentiellement quantitatives. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui apparaît. Si je peux donner un petit conseil, c'est de poursuivre sur le qualitatif. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est, hein, en fait, au lieu de répondre à la question combien, on répond à la question pourquoi. Et on fait discuter des groupes d'opticiens, en l'occurrence, pour aller au fond de toutes ces questions qui viennent justement d'être abordées maintenant, et qui sont très importantes. Et je pense que, donc, l'importance de la formation, par exemple, elle a été dite, c'est évident, sauf que ça fait au moins 30 ans que j'entends parler de ça, et que pour des raisons comment dirais-je, de public, pour ainsi dire, de pouvoir public, cette formation est bloquée, hein, à 2 ou 3 ans, évidemment, hein, par toute une série de raisons dans lesquelles je ne rentre pas. Il y a également un aspect justement des pouvoirs publics. Je crois que c'est un des éléments qu'on oublie dans nos discussions, c'est que dans tout ce qu'on souhaiterait, hein, un ordre par exemple, et j'ai longuement travaillé justement au niveau éthique, au bout du compte, on arrive forcément devant les pouvoirs publics qui sont les seuls à pouvoir donner leur quitus pour la formation d'un ordre et surtout pour ensuite des sanctions qui suivent. Et ça ne sert je ne vais pas dire à rien, mais pas grand-chose de se réunir pour, au bout de dizaines d'années, de constater que de toute façon, il n'y a pas moyen, puisque les pouvoirs publics, d'une façon générale, hein, ne veulent pas se priver d'un pouvoir supplémentaire, fût-ce pour les opticiens. Je sais bien qu'il y a beaucoup de professions comme les experts comptables, enfin les architectes, etc., qui ont leur ordre en dehors de la santé. Hein, mais je dis bien, si on n'a pas ce consensus des pouvoirs publics, je ne crois pas qu'on pourra aller très loin. Et en particulier, je dis ça parce que c'est le moment, notre profession a été énormément attaquée ces derniers mois, eh bien pourquoi pas faire des opérations de communication pour restaurer et conforter la position de l'opticien diplômé en France, parce que tout le monde n'est quand même pas un voleur et un bandit. Et je pense que d'autres professions l'ont fait. Et rien ne nous interdirait d'en faire autant. Ce sont des actions qui sont ponctuelles, mais qui, à mon avis, pourraient être très payantes. Bon, voilà, c'est ce que je voudrais dire. Et dernier point,
l'importance de l'Europe dont on n'a pas parlé du tout et qui pourtant est quand même notre avenir à tous, qu'il s'agisse du plan national ou qu'il s'agisse du plan professionnel. Et je suis un petit peu surpris qu'il n'y ait pas suffisamment, il n'y ait pas beaucoup d'idées qui soient développées dans ce sens, alors que beaucoup d'autres professions qui nous entourent en Europe ont déjà franchi un certain nombre d'obstacles. Je pense que tout à l'heure, Christian Rottecker, quand il parlait de contraintes et d'environnement, intégrait également ce qui est imposé par Bruxelles. Bon, écoutez, merci encore à tous de vos interventions, de votre participation très active, qui, on l'espère, pourra déboucher sur une unité et sur une évolution de la profession.